à dégainer à tout moment. Ils sont qu'à 2 ou 3 heures de Paris, donc tout va bien. Oui, c'est important de le souligner, qu'ils sont disponibles en cas de problème. Je pense que la difficulté qu'ils ont pour eux, c'est qu'on parle de leurs vacances. Et je pense que c'est un souci dans la mesure où on vit une période de sécheresse qui peut rappeler ce qui s'est passé lors de la canicule de 2003, à l'époque où Jean-Pierre Raffarin avait été mis en difficulté en raison de la canicule et que le gouvernement n'était pas disponible et que le président de la République n'était pas disponible non plus. Je pense qu'ils ont une difficulté dessus, notamment parce qu'en fait, les moyens des Français se sont taris avec ces derniers temps. C'est-à-dire qu'il y a une question qui est posée sur la question de l'eau potable. Éventuellement, on parle des questions de rationnement au niveau de l'énergie et de l'électricité. On parle également de rationnement supplémentaire. On parle d'inflation notamment. Et donc, du coup, les difficultés des Français s'empirent. Et dans le même temps, les ministres profitent d'un moment. Évidemment, c'est mérité, parce que l'année qu'ils vont devoir affronter va être très compliquée. Ils vont faire face à différents problèmes, la crise économique, n'importe quelle crise financière, la crise monétaire. Mais la difficulté qu'ils ont, c'est est-ce que les Français, vu la situation, notamment l'électorat qui est le plus éloigné d'Emmanuel Macron et qui a le plus voté Marine Le Pen, c'est-à-dire les classes moyennes inférieures et les classes populaires, l'entendront. Je pense que c'est là où il y a un enjeu. Même si les Français partent, dans la mesure du possible, évidemment, en vacances. On sait que malgré la crise... Il y en a 50% qui ne partent pas. Il y a 50% qui ne partent pas. Mais on sent compliqué pour Gérald Darmanin, William T. Je crois que Gérald Darmanin est à la croisée des chemins. Soit il arrivera à faire comme Nicolas Sarkozy, soit il viendra un sous-Manuel Valls, dans la mesure où il enchaîne les polémiques et les désillusions. Il a emblématisé la question de l'expulsion de l'imam et il savait à peu près, je pense en amont, que la voie administrative aurait des difficultés parce qu'il avait le choix entre l'expulsion par la voie judiciaire ou par la voie administrative. Il a choisi la voie administrative qui est plus rapide, mais la voie judiciaire était plus sûre. Je pense que ce qui se joue pour la part de Gérald Darmanin, c'est une sorte de rapport de force avec la majorité présidentielle et avec Emmanuel Macron, dans la mesure où on est en train de discuter du rapport de loi sur l'immigration. On sait qu'Emmanuel Macron lui a demandé de revoir sa copie, où Gérald Darmanin veut aller beaucoup plus loin, dans la mesure où on le voit dans le cas d'espèce, la France est enfermée dans un carcan administratif, législatif et diplomatique qu'on doit combattre si par cas on veut expulser l'immigration. Ensuite, après, ce sera à la France de choisir qui elle accueille et qui elle accueille pas. Ce sera le peuple souverain qui décidera. Mais ce ne sera pas les textes, notamment de la Convention européenne des droits de l'homme, qui imposera à la France de maintenir quelqu'un sur son territoire dans lequel on ne veut pas. Donc je pense que Gérald Darmanin savait qu'il y avait des risques sur ces questions de procédure. Il est quand même allé jusqu'au bout parce que ça permettait deux options. Soit par cas l'imam est expulsé, soit par cas le tribunal bloquait l'expulsion de l'imam. Et donc dans ce cas-là, il pouvait revenir en disant regardez, on voit bien que les règles actuelles en matière de l'immigration ne permettent pas de l'expulser. Et donc, du coup, je demande une modification sur deux sujets majeurs, la question migratoire et la question du totalitarisme islamique. Et sur ces deux points, on devra aller plus loin que la question de la loi séparatisme et des textes en rigueur pour abattre le carcan administratif. Et ça, on va en reparler tout à l'heure. Mais vous croyez que Gérald Darmanin avait conscience de ce risque? Je pense que monsieur le sait aussi. Quand vous avez un ministre, vous avez une décision, vous avez une note ministre. C'est-à-dire que chaque ministre reçoit une note ministre. Je peux vous même donner le plan. Ça veut dire que vous avez l'état des lieux, l'insoutenabilité du constat et les solutions proposées. Parce que quand on l'a entendu, sur CNews il y a quelques jours, il paraissait quand même vraiment sûr de lui. Non, mais c'est-à-dire que vous avez des forces et des faiblesses. Évidemment, le cabinet du ministre et la direction juridique du ministère de l'Intérieur n'est pas en état de savoir quelle va être la décision du Conseil d'État. Dans la mesure où il y a une séparation des pouvoirs entre exécutif et judiciaire. Par contre, il y a des forces et des faiblesses. Et ça m'étonnerait que le ministère de l'Intérieur et le service juridique du ministère de l'Intérieur et le cabinet du ministre Gérald Darmanin n'avaient pas étudié la possibilité pour que ce soit bloqué, notamment en raison de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui impose le respect du droit à la vie privée. Finalement confirmer cette décision du tribunal administratif de Paris. Il y a longtemps que je n'ai pas pratiqué le droit administratif, ça fait quelques années, mais effectivement, de souvenir, c'est possible parce qu'en fait, ce que dit le tribunal administratif, c'est qu'en fait, le mémoire de Gérald Darmanin se centre sur des propos misogynes. Et est-ce que les propos misogynes suffiraient à justifier l'expulsion de cet imam au motif qu'il avait vécu 25 ans en France, qu'il a 5 enfants et 15 petits-enfants? Et c'est pour ça que le tribunal administratif, à ce moment le Conseil d'État, en fait, annule la décision de Gérald Darmanin, en tout cas la suspend pour l'instant, et si le Conseil d'État le confirme, annulera la décision de Gérald Darmanin. Et c'est pour ça que je pense que La République En Marche, notamment, même s'il y a toujours de bonnes intentions, et moi je pense que la loi séparatisme allait dans le bon sens, même si elle est pas assez loin, mais je pense qu'il faut nommer les choses en fait. C'est-à-dire que tant qu'on nommera pas les choses, on sera en incapacité de le faire. Qu'est-ce qu'on dit à propos de cet imam? On dit qu'il tient des propos misogynes, on dit qu'il tient des propos antisémites, mais on dit pas la vérité. La vérité, c'est qu'en fait, il fait de l'entrisme, il pratique l'idéologie des frères musulmans sur le territoire français, et ça on le dit pas, c'est pas
marqué dans le mémorandum. Et c'est ça qu'en fait on doit faire. C'est ça le sujet. Le véritable sujet, c'est celui-là. C'est est-ce que les Français ont la législation nécessaire pour se défendre face aux nouvelles menaces? On vit actuellement un choc de civilisation dans la mesure où la civilisation française doit faire face à un islamisme radical. C'est le cas depuis notamment plus de 10 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour faire face à cette totalitarisme islamique? Pour faire face à ce totalitarisme islamique, il faut mener une politique cohérente sur le plan extérieur et sur le plan intérieur. Sur le plan extérieur, Emmanuel Macron a fait face notamment à Erdogan, qui l'avait insulté ouvertement, et donc qui mène une politique d'entrisme, notamment en finançant des mosquées sur le territoire français et qui pose des problèmes vis-à-vis de la jeunesse. Il faut rappeler qu'une partie de la jeunesse musulmane considère à 74% d'entre eux que la loi de la charia est supérieure à la loi de la République. Comment vous voulez faire corps et unité dans la République avec une jeunesse qui est radicalisée par des prédicateurs tels que ce monsieur? Le plan, ensuite, après, c'est la question intérieure. Et comment on fait pour régler la question sur la question intérieure? C'est de dire et de mettre une loi pour vaincre le totalitarisme islamique, pour faire en sorte de nommer le délit de l'islamisme, pour faire en sorte que c'est un motif conduisant à une expulsion vers les pays en question. Et une fois que vous mettez le délit d'islamisme, est-ce que le tribunal administratif dira que l'islamisme radical est une atteinte disproportionnée à sa vie familiale? Je voudrais reprendre ces mots de Bernard Rougier, qui est directeur du Centre des études arabes et orientales, qui était interrogé dans le Figaro. Ce prédicateur a joué un rôle considérable dans la réislamisation de nombreux jeunes musulmans. Ce serait un signal terrible pour tous les prédicateurs qui crachent sur la France et qui tiennent des discours, comme vous venez de le dire, anti-républicains, contre l'égalité homme-femme, homophobes, antisémites. Si le Conseil d'État venait à valider cette décision, ce serait un signal terrible pour toutes ces personnes. Juste un point dessus, il y a deux sujets. Le Conseil d'État et le tribunal administratif, comme le juge judiciaire, doit respecter les règles de droit. On reste une démocratie, on reste une république. Donc ils ont des textes, des principes fondamentaux, la Constitution, le bloc de constitutionnalité et les textes européens, la Convention. Et donc du coup, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes par rapport à leur job, ils doivent respecter les textes. Je vous entends là-dessus, mais ce serait quand même un signal terrible pour les prédicateurs qui sont encore en France. Mais qui a décidé en fait de conduire la France à se soumettre à ce type de texte et qui a adopté ces textes en France? C'est le pouvoir politique qui s'est lié à ces questions et ce carcan législatif. Et il y a un deuxième enjeu, c'est-à-dire la question migratoire, c'est-à-dire que cette personne, on dit qu'on ne peut pas l'expulser en raison de sa vie familiale. C'est-à-dire qu'une autre personne qui serait dans un cas similaire pourrait justifier notamment de ne pas être expulsé parce qu'il a des enfants en France, notamment du égard à l'article 8 de la CEDH sur la question de la vie privée et la vie familiale. Donc ça veut dire que cette cas peut faire jurisprudence, et je pense que Gérald Darmanin, si par cas la décision lui est défavorable, il doit prendre deux textes majeurs, comme il l'a à peu près annoncé, en tout cas ce qu'il laisse entrevoir. Un texte sur l'immigration et un texte sur le totalitarisme islamique. Si par cas il fait ça, il joindra sa volonté aux actes. Elle déclarée entre Elisabeth Borne et Gérald Darmanin. Bon. Vous avez une autre réponse, vous avez un autre son de cloche. J'ai une autre réponse, dans la mesure où ils n'ont pas la même sensibilité. Elisabeth Borne vient plutôt de la gauche et Gérald Darmanin a une ambition présidentielle qui le conduise plutôt à aller chercher les électeurs de droite. Et pour aller chercher les électeurs de droite, il faut répondre à une de leurs préoccupations qui répond à son domaine de compétence, qui est la sécurité, l'immigration et la question civilisationnelle avec la question du totalitarisme islamique qu'il essaie de traiter toute cette semaine, à la fois sur la polémique avec Grégory Doucet, la polémique avec l'imam et le projet de loi immigration. Je pense que Gérald Darmanin, en fait, essaye pour l'instant, il sait que le carcan administratif ne lui permet pas d'agir concrètement. Et ce qu'il veut, c'est modifier la donne. Pour l'instant, il essaie de combler son manque de résultats sur le fond par de l'action et de la visibilité sur la forme. La question essentielle qui doit se poser, c'est est-ce qu'on aura plus de résultats avec un grand débat qu'on en aura sans grand débat? Je vais répondre à cette question. On va prendre tous les grands débats exercés par Emmanuel Macron. Quand vous aviez l'émergence de la crise des Gilets jaunes, en novembre 2018, en décembre 2018, Emmanuel Macron avait annoncé à l'époque un paquet de mesures de 10 milliards d'euros qui était plutôt salué. Ensuite, après, il avait organisé un grand débat. Qu'est-ce qui a débouché du grand débat entre janvier et avril 2019 ? Absolument rien. Il a organisé un grand débat avec les élus locaux qui devait aboutir à une grande loi de décentralisation avec les collectivités territoriales sur une clarification des compétences. Est-ce que vous avez vu une clarification des compétences entre l'État et les collectivités territoriales? Les élus locaux disent que ça n'a rien par rapport à ce qu'ils ont évoqué. Certains élus, pas tous. Ensuite, après, quand vous regardez le grand débat porté sur la question des états généraux de la justice, est-ce qu'aujourd'hui, on déplore toujours le manque de moyens dans la justice et le fait que la France dépense 2 fois moins par habitant que l'Allemagne? Donc le grand débat le grand débat ne permet pas d'agir. Moi, je pense que Gérald Darmanin avait la bonne intuition, notamment dans les propos qu'il indique au Figaro. On n'a pas eu le texte, donc c'est par rapport au texte qu'il avait indiqué dans le Figaro, dans la mesure où ça permettait de répondre à une partie des problématiques de la française, notamment sur la question des obligations de quitter le territoire avec la question diplomatique. Je pense que si par cas il aurait posé le texte au Parlement, les Républicains auraient été forcés de le voter dans la mesure où ils auraient été d'accord avec une partie des sujets et on aurait eu un texte sur l'immigration dès septembre-octobre qui aurait été voté et applicable rapidement. Alors que là, on va perdre un an dessus. William T. Gérald Darmanin a-t-il durci le ton depuis le deuxième
quinquennat d'Emmanuel Macron? Je pense que Gérald Darmanin a compris qu'Emmanuel Macron ne pouvait pas se représenter et qu'il avait des points de retard, notamment en termes de cote de popularité par rapport à deux de ses concurrents, Édouard Philippe et Bruno Le Maire. Édouard Philippe a une cote de popularité en fonction des sondages entre 44 et 48%. Bruno Le Maire est plutôt à un horizon de 36-38, tandis que Gérald Darmanin est à 24. Donc il fait du clientélisme selon vous? Non, c'est pas du clientélisme, c'est qu'il essaye de répondre, il essaye de joindre la parole aux actes. Et je pense que c'est nécessaire et c'est ce qui est louable en politique. Je pense que ce que Gérald Darmanin a à faire, c'est de montrer qu'il a une particularité par rapport aux autres. Quelle est la particularité d'Édouard Philippe? C'est qu'il est considéré comme un bon gestionnaire, un bon Premier ministre, en tout cas quelqu'un capable d'exercer les responsabilités. Quelle est la compétence de Bruno Le Maire? C'est plutôt sur les questions économiques. Où est-ce que Gérald Darmanin peut se démarquer par rapport à Édouard Philippe et par rapport à Bruno Le Maire? Sur les questions sécuritaires et migratoires. Donc je pense que c'est là où il essaie de mettre le volet pour montrer une démarcation. Et surtout, ça fait une offre politique différente des autres marcheurs. Est-ce qu'il y a un autre marcheur capable de parler à la droite ou à la droite de la droite, autre que Gérald Darmanin? Ça lui permet d'avoir une singularité pendant le quinquennat et d'avoir de l'espérance pour 2027. Le nouveau visage de l'Assemblée nationale a aussi accentué ce durcissement de ton de la part du ministre de l'Intérieur? Je pense que de toute façon, on a changé de régime. On a changé de régime, l'époque est différente. Moi, c'est pour ça que quand on parle de troisième tour social, de manifestation dans la rue, je ne suis pas totalement certain. Je n'exclus pas, mais je pense que maintenant, désormais, le débat politique est redevenu idéologique et il a lieu à l'Assemblée nationale. Et il est tout à fait sain dans une démocratie qu'un débat ait lieu à l'Assemblée nationale. Et pour cela, Gérald Darmanin, plutôt que ce qui se passait au départ de la Macronie, qu'est-ce que c'est que la Macronie initialement? C'est plusieurs points. C'est le progressisme, le dépassement du clivage entre gauche et droite et surtout le gouvernement des experts. On avait dit globalement qu'on arrêtait de mettre entre guillemets des politiques élus locaux pour mettre davantage des techniciens. Et qu'est-ce qu'en fait il s'est passé lors de la crise des Gilets jaunes et l'échec d'Emmanuel Macron aux élections législatives avec une majorité relative? C'est qu'en fait, on a un retour du politique. Et donc Darmanin, qu'est-ce qu'il fait? Plutôt que de faire un truc d'expertise plutôt technique, il repasse sur un angle politique pour recoller à l'époque et au changement de régime. Christian Proto, problème qu'il rencontre. Donc, et aujourd'hui, mais non, mais pas du tout, je viens de vous le dire, sur les 10 000 embauches de policiers et de gendarmes, c'est beaucoup. Les Français attendent des réponses. Vous pouvez pas dire que Gérald Darmanin a un discours cohérent. Vous dites que les Français de votre circonscription veulent des réponses concrètes. Donc Gérald Darmanin propose un projet de loi immigration et vous leur répondez. Et vous leur répondez. Elle aura lieu cette loi. Non, mais vous voulez des réponses concrètes. C'est ce que vous dites. Réponse concrète rapide. Donc pour faire une réponse concrète rapide, on reporte le projet pour faire un grand débat. Non, on reporte, oui. Je suis tout à fait d'accord, la première partie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est également la question de la politique à long terme. Parce qu'en fait, on sait, notamment à cause des grandes mutations mondiales, avec la question du réchauffement climatique, qui est au-delà en fait, de la question du réchauffement climatique, c'est la question du dérèglement climatique. Effectivement, l'augmentation de la température sur la planète a des conséquences et ça provoque des événements de catastrophes naturelles de plus en plus extrêmes et de plus en plus récurrents. Et je pense que dessus, on s'est trompé de politique, notamment vis-à-vis de la transition énergétique. Je ne suis pas là pour accabler Emmanuel Macron, je pense que c'est une erreur depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, dans la mesure où on a dépensé, en raison de la fiscalité sur l'essence, la fiscalité environnementale, tout le paquet sur des éoliennes qui nous rapportaient quasiment rien sur le volume énergétique, alors que tout cet argent aurait pu nous assurer une souveraineté énergétique et en plus, je vais arriver sur la question de la sécheresse, permettre les investissements en termes d'infrastructures sur les questions d'eau et permettre notre transition vers l'économie circulaire. Parce que pour le point sur la question de l'eau, évidemment, la ressource va se raréfier. Et donc, il faut permettre un nouvel écosystème avec l'économie circulaire, réutiliser l'eau déjà usagée et ensuite permettre la construction d'infrastructures pour conserver et stocker l'eau. Le sujet essentiel, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut risquer, quitte à choquer, ou est-ce qu'on veut continuer dans la situation actuelle? Moi, je pense qu'il faut changer de doctrine pour s'inspirer de la doctrine britannique. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est en fait conduire à un choc psychologique pour écarter le risque de rodéo. C'est-à-dire qu'avec le changement de doctrine britannique, c'est-à-dire qu'on permet aux forces de l'ordre de pouvoir charger les rodéos. Vous allez me dire, oui, mais ça va blesser les conducteurs de rodéo. Mais on a le choix maintenant. Soit c'est les conducteurs de rodéo qui paient le prix de ce changement de doctrine. Soit c'est des enfants. Soit c'est les enfants et éventuellement les riverains. Donc moi, je préfère porter le risque sur la question des auteurs de rodéo plutôt que l'inverse. Évidemment, il y aura un risque. Dans les premiers temps, il y aura des blessés, notamment parce que la police devra s'adapter à ce changement de doctrine. Mais je pense que le choc psychologique va conduire les autres auteurs de rodéos de se dire, est-ce que ça vaut encore le coup du rodéo dans la mesure où les policiers maintenant peuvent nous charger directement et en plus ils seront soutenus par l'administration et notamment par le ministère de l'Intérieur. Une fois que vous faites ça, d'un coup vous aurez un changement de psychologie parce qu'il ne faut pas oublier que la politique publique c'est un changement de psychologie. Moi je prends un chiffre qui marche tout le temps et qui montre à quel point la politique publique est psychologique. Le 4 novembre 2016, Donald Trump était élu président des États-Unis. Comme vous le savez, il rentre en fonction qu'en janvier, donc le 4 janvier 2017. Le 5 novembre 2016, les demandes de visa à l'attention des États-Unis d'Amérique ont baissé de
de 85%. Avant même que Donald Trump soit élu, les gens ont intériorisé le fait qu'il allait arriver au pouvoir. Donc je pense qu'une fois qu'on fait ce changement de doctrine, ça prendra 3, 4, 5, 6 mois, et du coup, les personnes qui ont fait le rodéo vont se dire « Attention, est-ce que c'est vraiment le coup de faire le rodéo ?» Et je pense que ce qu'on arrive, et le commentaire du syndicaliste policier est très pertinent. Je pense qu'on arrive à une sorte de ce qu'on appelle une génération GTA. C'est-à-dire qu'une génération qui a grandi avec le jeu vidéo qui est mondialement connu, auquel c'est cool d'être un bandit, et en fait on grandit avec ce modèle alternatif républicain. Christian Proto, est-ce que l'idée qu'évoque William T. Et critiquer la difficulté, c'est... Moi, ce que j'entends dans les réponses, c'est malheureusement, on ne pourra pas agir parce que l'administration ne nous protège pas. Donc, on arrive à une telle situation où, en fait, on a déjà peur de ma proposition. On peut en débattre, hein, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais en tout cas, on anticipe déjà les réactions. On anticipe, en fait, ce qui se passe. Ce serait les émeutes dans les banlieues, le fait que les carrières des policiers soient scrutées, qu'ils soient placés en juridiction, qu'ils soient placés en garde à vue, qu'ils soient lâchés par l'administration et en fait, qu'ils soient lynchés par le tribunal médiatique. C'est à peu près ce que vous dites. Et c'est ça, moi, je pense qu'il faut renverser le paradigme. Il faut complètement changer le paradigme dans lequel on vit actuellement, dans la mesure où c'est plus les policiers qui ont le monopole de la violence légitime, c'est que leur monopole de violence légitime est contesté par une partie des territoires perdus de la République. Une fois qu'on change le paradigme, c'était un élément que je citais pour répondre sur la question du rodéo, pour permettre ce enclenchement de changement de paradigme, pour qu'on ait davantage peur du gendarme, qu'on ait peur du délinquant. Là, évidemment, sur la réponse pénale, il faut agir. Ça repose sur plusieurs levées. Il y a la question des moyens de la justice, parce que souvent, en fait, quand vous proposez une affaire à un magistrat, le magistrat dit écoutez, j'ai 25 affaires à gérer en même temps, donc il y a une affaire plus gérante à gérer, donc c'est celle-là qui va être gérée de façon urgente. Donc il y a une question de moyens, pas uniquement des juges, mais également du personnel judiciaire, greffiers, etc., et les assistants judiciaires. Il y a un deuxième point, c'est ce que proposait, je suis parfaitement d'accord, c'est la question de la contraventionnalisation. Est-ce qu'il faut compléter les peines de prison, notamment avec des amendes supplémentaires, avec des taux de recouvrement plus importants, et engager la responsabilité des parents lorsque ce sont des mineurs qui sont condamnés. Et on poursuit nos débats dans un instant avec l'imam William T. Parce que c'est l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et l'article 55 de la Constitution prévoit que les traités ont valeur supérieure aux lois françaises. Donc je suis parfaitement d'accord avec monsieur sur la question de l'article que vous citez. Malheureusement, le juge administratif se base en droit et considère que l'article de la CEDH est au-dessus que l'article que vous avez cité et que par conséquent, le respect de la vie familiale est supérieur au droit. Et c'est pour ça que moi je disais que tout à l'heure, l'avocate, effectivement, il y a des mesures dans le code, dans les différents codes qui te permettent d'expulser. Mais la raison principale, c'est qu'on doit prendre deux sujets qui sont importants. Une loi sur l'immigration qui nous permette de déverrouiller un triple carcan administratif, législatif et idéologique. Et il y a un deuxième point, c'est la question de mettre en place une loi pour vaincre le totalitarisme islamique. Parce qu'on a porté la question de cet imam sur deux sujets, la question de l'antisémitisme et la question de misogyne, les propos qu'il a prononcés à l'égard des femmes. Et le complotisme aussi, la remise en cause des attentats de 2015, qui pour le coup est un propos récent. Mais c'est un peu hypocrite. Moi je pense que la réalité, c'est en fait on veut le virer parce qu'il est proche des frères musulmans et que c'est un prédicateur qui encourage les jeunes en fait à aller sur un discours qui n'est pas le nôtre et qui ne correspond pas à nos valeurs. Si par cas on avait une loi vaincre le totalitarisme islamique avec un délit d'islamisme, eh ben on condamnerait la personne pour délit d'islamisme et le juge dirait est-ce que c'est l'islamisme qui est plus important ou le respect de sa vie familiale? Le juge dirait que le délit d'islamisme est plus important que le respect de sa vie familiale et donc il aurait accepté l'addition de Gérald Darmanin. Tout ça, c'est une question juridique. Et je pense que Gérald Darmanin, ce qu'il essaye de montrer, c'est qu'il n'a pas les outils nécessaires. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de mettre en place, j'insiste dessus, deux lois. Une loi sur l'immigration pour déverrouiller le triple carcan que je dénonçais tout à l'heure et une loi vaincre le totalitarisme islamique pour aller beaucoup plus loin que la loi séparatisme qui, en fait, permet d'avancer par des petits pas, mais ça ne permet pas de dénoncer le véritable problème et le véritable problème civilisationnel auquel fait face la France, parce que je tiens à rappeler un point, auprès des jeunes de confession musulmane de moins de 25 ans, il y en a 74% qui considèrent que la loi de la charia est supérieure aux lois de la République. Loi de la République. Sur la plupart des questions, parce que on parlait tout à l'heure des questions de haine contre la police, même la police qui doit se défendre, qui est victime de procédures, en fait l'état de droit est davantage un état de droit en fait pour les délinquants et les criminels que pour les victimes, dans la mesure où l'état de droit a été conçu après la Seconde Guerre mondiale. Il a été conçu pour faire face à un arbitraire et pour éviter de retomber dans des régimes fascistes et nazis. Seulement, oui, sauf que le contexte a depuis quand même... C'est ce que n'ont pas compris les juges. C'est que les juges, en fait, ont continué sur cette logique-là et ont surinterprété les principes qu'on... En fait, il faut comprendre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que le juge français va plus loin que le juge européen sur les principes européens. C'est quand même fantastique. C'est-à-dire qu'il veut devenir plus européen que le juge européen. Et c'est pour ça qu'on a un véritable problème avec le pouvoir judiciaire. C'est que le pouvoir judiciaire français considère que comme il y a une collusion entre le pouvoir exécutif et législatif, c'est le pouvoir judiciaire qui est un contre-pouvoir. Et donc il s'oppose
au pouvoir exécutif sur une partie des sujets. Vous avez cité la régistie, il y a d'autres sujets comme l'année dernière, lorsqu'Emmanuel Macron a présenté la réforme d'assurance chômage, auquel ils ont trouvé des nouvelles interprétations pour lutter contre la réforme d'Emmanuel Macron. Donc vous avez ce sujet-là. Ensuite, vous avez la question du respect de l'état de droit. C'est-à-dire que qu'est-ce que veut faire les Français au XXIe siècle? Quelles sont les menaces auxquelles fait face la France? La France fait face à un défi civilisationnel qui est le totalitarisme islamique. Le totalitarisme islamique est conquérant. Il veut imposer une révolution de société par le bas pour les frères musulmans, en faisant de l'entrisme et en opérant une révolution culturelle vis-à-vis des jeunes pour que petit à petit, en raison de la multiplication et la démographie, ils prennent de plus en plus d'importance dans le système français et qui changent l'État français de l'intérieur pour devenir compatible avec les valeurs musulmanes et les valeurs portées par les frères musulmans. Et il y a un autre sujet, c'est la question de la politique portée par les pays extérieurs. Vous aviez notamment les pays du Golfe, même si Mohamed Ben Salman s'est calmé par rapport à son père. Il y avait la question de la Turquie d'Erdogan, il y avait la question des pays du Maghreb. Et tous ces pays-là ont mené une politique cohérente en fait pour affaiblir l'Europe et affaiblir la France. Et nous, face à ça, face à une politique extérieure qui est dominante et conquérante, face à une menace intérieure, la France a été incapable d'agir et s'est réfugiée derrière des principes démocratiques plutôt que de vouloir affronter la vérité en face. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'on n'a pas voulu nommer les choses. Quand on dit que cet imam doit être expulsé pour misogynie et pour antisémitisme, ce n'est pas la vérité. Il doit être expulsé parce que soit à minima, il est contre et prône des valeurs qui sont incompatibles avec la République, parce qu'on doit déclarer les frères musulmans comme incompatibles avec les valeurs de la République. C'est le premier point. Et deuxième point, si on considère que les frères musulmans jouent contre l'État français, on peut même l'inculper avec un article du Code civil sur la question de l'intelligence avec l'ennemi et une puissance extérieure. Dans ce cas-là, il aurait des peines beaucoup plus lourdes. Et je me demande si le tribunal administratif aurait osé déclarer que sa vie privée et sa vie familiale auraient été menacées. Une fois que vous faites ça, vous changez complètement de logique. Alors cette question d'état de les jeux vidéo, la pop culture d'une manière générale a banalisé ce type de phénomène? Oui, bien sûr. Moi, je parle en connaissance de cause. Je joue au basket, notamment dans les cités, donc je sais ce qui plaît ou ce qui plaît pas. Et il y avait une culture américaine, notamment la culture du rap, la culture de GTA. C'était cool de porter sa casquette en arrière, de faire comme ce que faisaient les rappeurs. Seulement, eux le faisaient pour des objectifs financiers, principalement. Ils le faisaient pour des objectifs culturels. Alors GTA, parce qu'on va rappeler que GTA, c'est un jeu vidéo de voiture. On joue le rôle d'un criminel. Voilà. Et même, il y a le rôle du rap, notamment le rap américain, auquel on se filmait avec des armes à feu, etc. Ils trouvaient que c'était cool. Et donc, c'est un renversement culturel. C'était pour ma génération. Moi, ce que j'ai appris, notamment au contact des plus jeunes, c'est que la génération qui est venue après moi est encore pire. Et notamment de la mesure où elle est de plus en plus islamisée. Ce qu'il faut comprendre, en fait, sur ces quartiers, c'est qu'il y a eu des réponses qui sont multiples pour ne pas expliquer en raison d'une seule cause. Tout d'abord, il faut l'expliquer par l'échec de la politique économique et sociale et la fin des 30 Glorieuses. C'est-à-dire que la plupart du temps, dans ces quartiers, le niveau éducatif est moins élevé que la moyenne des Français. Et donc, du coup, il y a eu moins de débouchés au niveau économique et social. Donc, on a accentué la pauvreté. Mais si par cas, on le justifiait uniquement sur la pauvreté, dans ce cas-là, on aurait des taux de criminalité beaucoup plus importants dans la Corrèze, etc. Donc, ce n'est pas lié uniquement à ça. Ce qu'ajoute Christophe Guilluy dans le temps des jeux ordinaires, c'est qu'en fait, les policiers arrêtent dans un premier temps les délinquants. Ils passent un certain temps en prison et puis après ils se casent en famille et en fait ils sont remplacés par une nouvelle immigration plus récente qui les remplace. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième point, c'est la deuxième descendance d'immigration ou la troisième. Ceux-là en fait, comme l'éducation les a délaissés, l'association les a délaissés, on a délaissé une partie de notre territoire et qu'on ne retourne plus dans ces quartiers, en fait ils ont eu deux modèles. Le modèle des grands frères et la loi des gangs. Quand vous additionnez tout ça, l'échec de l'éducation, l'échec de notre politique économique et même l'échec de la politique de la ville, dans la mesure où avec la loi SRU, on a concentré les problèmes, surtout en plus on a, sur la question des habitations à loyer modéré, on a concentré les plus faibles revenus dans les mêmes endroits et en plus les mêmes communautés. Quand vous ajoutez tout ça, au bout d'un moment, prenez un jeune qui naît, il se réfugie derrière qui ? Soit vers la loi des gangs, soit les islamistes, dans la mesure où leur modèle est plus attractif que le nôtre. La question essentielle, c'est qu'il faut que la République retrouve une attractivité et propose un modèle alternatif. Soit en éliminant le modèle d'en face, de gré ou de force, soit en étant plus attractif, parce que les gens vont toujours au plus attractif. Oui, moi je pense qu'effectivement, en fait souvent le problème français, c'est qu'on réagit aux crises et à l'émotion, et donc du coup on apporte une politique, mais sans penser à la question du long terme. On a effectivement, depuis plusieurs années, on a pensé à la question du réchauffement climatique, mais on a oublié de penser que c'était plus un dérèglement climatique qu'un réchauffement climatique. Et donc, du coup, on a consacré une grande partie de notre politique économique sur cette question-là, en essayant de lutter contre l'objectif des émissions de gaz à effet de serre pour limiter la hausse de la température. Mais on a oublié de penser à toutes les autres conséquences. En fait, ce que conduit la question du dérèglement climatique, c'est que ça provoque plus de catastrophes naturelles et qui deviennent de plus en plus extrêmes. Mais par exemple, on savait
parce que cette question-là a déjà été abordée sur la question de la pénurie de l'eau, notamment sur les pays du Golfe, il y a une vingtaine d'années, auxquels ils pensaient déjà à dessaler l'eau pour faire face à une éventuelle pénurie. C'était le cas aussi dans les pays d'Afrique du Nord, etc. Et donc maintenant, l'Europe fait face à ce sujet-là. Comment on fait concrètement? Je pense qu'il y a une question d'aménagement du territoire, c'est-à-dire qu'actuellement, la loi régule entre 7 bassins en métropole et 5 bassins en outre-mer. Je pense qu'il faut faire en sorte que les territoires sont beaucoup mieux connectés, au cas où, parce qu'il y a des territoires qui sont plus soumis que d'autres en fonction de la sécheresse, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est qu'il faut mettre en place l'économie circulaire pour mettre en place la question de réutiliser en fait les produits usagés, et notamment en l'espèce à la question de l'eau. Actuellement, la France n'utilise que 10% de son eau usagée, alors que les autres pays font beaucoup plus que nous. Et je pense que si par cas on réutilise l'eau usagée, et par cas on aura une meilleure utilisation et on aura un peu moins de pénurie. Et après il y a un troisième élément, c'est la question du stockage. Est-ce qu'il faut mettre en place de nouvelles infrastructures pour gérer mieux les flux, faire face soit quand il pleut trop, soit quand il pleut pas assez, pour mieux gérer les flux? Alors justement, ça nous